Bonjour, bonjour à vous 5. Alors, comme vous l'avez sans doute déjà entendu, en tout cas comme vous le constatez, je ne suis pas là. Je ne suis pas là parce que ma fille a la varicelle et donc je suis coincé dans la joie chez moi pour toute la semaine. Alors, plutôt que de vous proposer, puisque j'étais déjà absent juste avant les vacances, toujours à cause de ma fille évidemment, plutôt que de vous proposer des ribambelles de questions auxquelles il faut répondre, des exercices de grammaire à faire tout seul dans la classe, je tente de vous envoyer pendant la semaine, voilà, des cours euh, enregistrés en vidéo. Alors c'est pas totalement des cours, c'est un petit peu différent, mais malgré tout, afin d'essayer de rendre les choses un petit peu plus vivantes, on va fonctionner comme ça cette semaine. Alors évidemment, l'idéal ce serait de faire le tout en streaming, euh, avec une caméra ici, une caméra pour vous, avec la possibilité d'interagir, mais enfin ça ne fonctionne pas encore comme ça à l'école française, c'est probablement pour bientôt, puisque le- les nouvelles médicales font que on va probablement tous se retrouver confinés dans nos chambres bientôt, donc on va pouvoir faire des télé-vidéoconférences par Skype pour faire des cours, mais en attendant, c'est pas le cas. Donc on va essayer de fonctionner comme ça cette semaine. Alors c'est un peu empirique, j'ai jamais fait de cours de cette manière, donc vous me pardonnerez l'absence d'abord de montage. Ça je dis ça pour les spécialistes qui travaillent sur je fais le métier qui me plaît, je n'ai absolument pas le temps de travailler sur le montage, donc on va voir ce que ça donne, et puis vous me direz si c'est incompréhensible et trop compliqué, n'hésitez surtout pas à me le dire, de sorte que je puisse un petit peu rectifier le tir pour les prochains cours. Alors, on en était resté, si je vérifie le cours, on en était resté à la séance 2 du travail sur la nouvelle fantastique concernant le thème des revenants. Et nous avions travaillé avant les vacances sur le cadre spatio-temporel. On avait relevé dans les différentes nouvelles le cadre spatio-temporel en indiquant bien qu'effectivement, si on n'avait pas tout à fait fini, je vous le rappelle, mais enfin je vous remets un petit peu dans l'ambiance, en indiquant que systématiquement ce cadre était, sinon totalement réaliste, en tout cas donnait des effets de réel. Les effets de réel, ce qu'on appelle les effets de réel en littérature, ce sont tous les procédés qu'utilise un narrateur pour vous donner l'impression que ce qu'il est en train de vous raconter pourrait arriver, pourrait vous arriver, c'est-à-dire que régulièrement cela s'appuie sur un cadre spatial que vous pouvez identifier. Ça se passe dans la ville de Paris, ça se passe à Milan, ça se passe à côté de Paris, bref, au croisement de telle route, dans tel village. Et ça ne se passe jamais, on avait déjà parlé un petit peu de tout ça avant les vacances, ça ne se passe jamais en 2050, 3020 ou en 5000 après Jésus-Christ. Voilà, c'est systématiquement à une époque et à un endroit identifiable que l'on peut, enfin dans lequel on peut tout à fait se trouver projeté. Ceci pour permettre, et on va le noter là, enfin je vais vous projeter le cours juste après, ce qu'il va falloir que vous notiez. Euh, Tout est fait pour que l'événement qui suit soit encore plus surprenant. C'est-à-dire que si vous êtes, euh, si l'histoire que l'on vous raconte se passe dans un endroit qui est identifiable, non seulement qui est identifiable, mais en plus qui est crédible. C'est-à-dire que ça ne se passe pas à Zagreb en 5438, ça se passe à Zagreb en 2020, à l'intersection de telle rue et telle rue que vous connaissez dans le centre, devant tel magasin que vous connaissez. Tout cela, inconsciemment, fait que vous avez automatiquement l'impression que l'histoire qui va suivre, bah, elle est tout à fait normale, rien d'étonnant. Tout est tout à fait logique et ne posera aucun problème. De fait, si tout à coup se produit un événement inexplicable, c'est tout à fait inattendu. Beaucoup plus que si, pour reprendre l'exemple des Schtroumpfs que je vous ai déjà donné, mais vous pouvez prendre Cendrillon ou n'importe quoi, vous êtes placé dans un univers où votre marraine c'est une fée, où je sais pas, vous vous promenez dans la forêt, il y a des petits hommes bleus qui se promènent et qui habitent, qui habitent dans des champignons. Bon, bah, partant de là, ça va pas vous surprendre si, quand vous vous piquez le doigt avec un rouet, vous vous endormez pendant 100 ans, si une citrouille se transforme en carrosse, tout ça va pas vous surprendre. Si en revanche, l'histoire qui vous est racontée se déroule à Zagreb,
aujourd'hui, et que vous, dans l'histoire, vous retrouvez vos camarades de classe, enfin bref, que tout est normal, et que tout à coup vous assistez à une transformation sous vos yeux, je sais pas, d'un rat qui se transforme en laquais ou en chauffeur de taxi, vous allez être relativement surpris et vous allez vous demander si vous êtes complètement fou, si vous avez rêvé, ou si au contraire vous vivez dans un monde où la magie, contrairement à ce que vous pensiez, existe. Voilà. Et tout repose sur cette hésitation. Voilà. On a déjà dit tout cela. Je vous passe maintenant, je vous projette tout de suite le cours qu'il faut que vous mettiez dans votre classeur. Alors nous passons maintenant au second point du cours. C'est-à-dire le petit 1, c'était le cadre spatio-temporel, et vous pouvez mettre petit 2, je vais vous projeter juste après, vous pouvez mettre petit 2, un phénomène effrayant, avec petit a, les manifestations des revenants. Alors pourquoi on travaille là-dessus? En fait, dans les nouvelles fantastiques, vous avez, on en a déjà un petit peu parlé, plusieurs thèmes qui reviennent régulièrement. Un des thèmes les plus fréquents, c'est en gros que ceux qui sont morts, en fait, ne sont pas complètement morts. C'est-à-dire que, ben voilà, en fait, on pensait qu'ils étaient plus là depuis un certain nombre de jours, mois, années, davantage encore. Et puis, tout à coup, pour des raisons que l'on ne comprend pas, euh, ben, ils reviennent. Ils reviennent, alors ils reviennent intégralement, c'est-à-dire qu'on retrouve une personne, ou bien c'est simplement une partie, vous voyez où je veux en venir, une partie du corps ben, qui est toujours là. Donc ça apparaît de différentes manières dans les romans, mais dans les films aussi. Vous retrouvez tout un tas de films où tout à coup vous avez alors une espèce d'apparition de quelqu'un qui était mort, où vous avez régulièrement, et c'est pour cela aussi on en a déjà parlé, que le thème, le lieu du cimetière en fait est très fréquent dans les récits fantastiques, puisque qu'est-ce que le cimetière? C'est l'endroit où reposent les morts. Et il n'y a évidemment pas mieux pour un récit fantastique que de dire, eh bien, en fait, ceux qui sont morts, ils ne sont pas complètement morts, puisqu'en fait, on pensait qu'ils étaient complètement morts, et finalement, il y a quelqu'un qui sort de son cercueil. Donc, on retrouve assez souvent cette thématique dans les romans, dans les nouvelles surtout, puisque c'est plus court, et souvent les récits fantastiques sont des nouvelles, ou dans les films, on retrouve très souvent cette thématique. Alors ici, vous avez, vous avez trois manifestations en fait des revenants. Ça faisait partie de la question que je la retrouve. La question numéro 4, page 72. Question numéro 4, page 72, vous aviez donc trois points qui reviennent. Vous avez la main animée, voilà, qui fait quand même un peu peur. Dans mon souvenir, je crois que Théa avait été relativement effrayée par cette histoire. Vous avez la défunte qui quitte sa tombe, une défunte. Un défunt, une défunte, c'est quelqu'un qui est mort. D'accord? On appelle ça un défunt. Donc la défunte qui quitte sa tombe. Et vous avez le fantôme, donc là le thème le plus archi classique, évidemment, du fantôme. D'accord? Alors ici, c'est pas le fantôme tout blanc avec ses poids et ses chaînes derrière qui se promène dans un manoir, mais on retrouve quand même la grande maison, on retrouve le côté un petit peu inquiétant qui a été tout à fait popularisé ensuite dans d'autres récits et d'autres contes. Euh, donc je récapitule et vous allez le noter, c'est donc à chaque fois, ici dans ces trois nouvelles, c'est donc à chaque fois le retour d'une manière ou d'une autre de quelque chose ou de quelqu'un dont on pensait, a priori à raison, qu'il ne pouvait pas revenir. Et comme on l'a vu auparavant, le cadre spatio-temporel de ces nouvelles est extrêmement réaliste, le fait qu'il y ait des morts qui ne sont pas complètement morts et qui reviennent, évidemment, c'est inquiétant. Et on est bien, dans ce cas-là, dans la nouvelle fantastique. Si on était dans un conte merveilleux, si on est dans une histoire, vous avez déjà vu ça, une histoire de zombies, eh bien, qu'il y ait un loup-garou, un vampire, un zombie qui apparaissent à l'écran, ça peut faire peur si le montage du film est bien fait. Mais c'est pas inquiétant pour les personnages de l'histoire, puisqu'ils savent qu'il y a des zombies, donc c'est tout à fait normal, ils savent qu'il y a des vampires, s'il y a des vampires, il y a des loups-garous, et tout cela est parfaitement normal. Dans le cas qui nous occupe, ça ne l'est pas. On va noter tout de suite.
Alors, petit b maintenant. Le petit b concerne la peur. Alors, vous avez vu, ça faisait partie des questions qui vous étaient également posées bien avant les vacances. J'espère que vous avez quelqu'un qui est là. Je ne sais pas quel est l'enseignant, je dois remercier, qui appuie sur la barre d'espace régulièrement euh, pour, euh, pour vous permettre d'écrire, de revenir en arrière, de comprendre ce que j'ai dit ou de pouvoir récupérer. N'hésitez pas, puisque la vidéo est enregistrée, à revenir en arrière si vous trouvez que ce que je dis est absolument passionnant et que vous avez besoin de l'entendre une seconde fois, voire une troisième ou une quatrième pour le cas où ça arriverait. Alors, même chose, je n'ai pas le temps de faire le montage, donc je crois que les petites images du cours que je vous projette sont affichées uniquement 1 ou 2 secondes. Faut que je vois si je peux les faire. Enfin, si je peux, mais est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que j'ai surtout envie de le faire? Je ne sais pas. Donc, pour le cas où ça irait trop vite, vous appuyez évidemment sur la barre d'espace pour tout stopper. Quoi qu'il en soit. Donc, petit b, la peur. Alors, ça concerne cette fois la question 7, page 72, où vous aviez un petit tableau avec 3 types de réactions des héros, avec le titre de la nouvelle. Celui qui fait des cauchemars, celui qui entend des bruits et qui reste paralysé par la peur, et enfin, celui qui veut répondre mais qui ne peut pas prononcer un seul mot. Donc, on vous demandait à chaque fois de repérer le titre de la nouvelle. Alors, c'est extrêmement simple. On ne va pas passer 10 minutes là-dessus. En revanche, ce sur quoi je voudrais que vous reveniez, et ce que vous allez reprendre un petit peu tout seul, c'est qu'effectivement, dans les nouvelles fantastiques, vous avez toujours, à un moment ou à un autre, une manifestation de la peur. La peur est toujours présente dans les nouvelles fantastiques, et c'est normal, puisque tout à coup il se produit quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc, évidemment, le narrateur a peur. Alors, le champ lexical de la peur, il est très net dans les 3 nouvelles. Vous le retrouverez tout seul, c'est facile. Euh, et vous allez prendre ici quelques minutes pour le faire. Donc, vous cherchez, vous pouvez vous répartir le travail, mais l'idéal c'est que vous le fassiez pour les 3 nouvelles. Ça va vous prendre 2 minutes. Donc, vous allez appuyer sur la barre d'espace là, et pendant 3 minutes, vous cherchez les différentes manifestations de la peur, c'est-à-dire le champ lexical de la peur dans les 3 nouvelles en question. Voilà. Donc, vous faites ça, pause. Maintenant, vous avez fini, donc vous avez appuyé sur la barre d'espace. On va pas corriger, parce que c'est évidemment, on n'est pas en interactif. Je voudrais revenir sur un petit point de méthode qu'il faudrait que vous puissiez acquérir dès maintenant. C'est-à-dire que là, quand je vous demande de relever le champ lexical de la peur, vous avez certainement relevé tel mot à la ligne 12, tel mot à la ligne 38, tel mot à la ligne 45, et ainsi de suite dans les 3 nouvelles. Il faut que vous essayiez d'avoir ce réflexe qui consiste à classer les différents termes que vous pouvez relever. C'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez apparition, vous avez, on va le faire sur une nouvelle. Donc apparition, ça pourrait être sur la main ou sur la morte, c'est exactement la même chose. Pour apparition, vous avez par exemple des noms communs qui renvoient au champ lexical de la peur. Vous avez des noms communs comme panique, la panique qui apparaît plusieurs fois, ou bien comme la peur, ça apparaît également plusieurs fois. Donc vous avez des noms communs. Vous avez également des verbes, tressaillir, effarer, qui apparaissent. Vous avez des adverbes comme brusquement. Alors, brusquement, c'est pas directement lié à la peur, mais dans le contexte, le, le- le fait que quelque chose se produise brusquement fait évidemment songer à la peur. Bref, vous avez tout un tas de classes grammaticales, donc on en a 3, les 3 plus simples pour vous, le nom commun, le verbe et l'adverbe. On peut également s'amuser à aller chercher des adjectifs. Je suis certain que vous aurez très envie de vous amuser à essayer de faire ceci. Donc essayez de faire le même travail là maintenant pour les 2 autres nouvelles, à savoir la morte et la main. Vous faites exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire vous reprenez, vous le faites directement sur le coup, vous n'avez pas à le faire une première fois au brouillon et ensuite dans le coup, vous pouvez le faire ensemble, c'est pas gênant, donc il y en a un de vous qui va au tableau, qui fait, on va dire par exemple 3 colonnes, une colonne nom commun, une colonne adverbe, une colonne verbe, ça peut être d'autres colonnes si vous trouvez que d'autres colonnes sont nécessaires, et vous mettez dans la rubrique nom commun des noms qui renvoient au champ lexical de la peur, alors il ne faut pas vous tromper évidemment, donc il faut être sûr de vos classes grammaticales, dans la rubrique verbe, même chose, et ainsi de suite. Donc vous faites ce travail, n'oubliez pas qu'il faut classer les mots et ne pas se contenter de les relever, de les énumérer. Voilà, faites ce classement. Voilà pour ce point-là. Autre élément qui dépasse le champ lexical en fait, où il s'agit juste de relever des mots, qui dépasse le champ lexical et qui traduit les manifestations de la peur, c'est la ponctuation. La ponctuation forte dans certaines nouvelles est très présente et traduit la peur. Vous avez les interrogations et les exclamations pour relever les 2 plus évidentes. Donc je vous rappelle les types de phrases. Type de phrase déclaratif, ça se termine par un point. Voilà.
Enfin, je suis malade, point. Le type de phrase exclamatif qui va traduire une émotion. La colère, la surprise, la joie, la peine. Flûte, point d'exclamation, je suis malade, je suis encore malade, point d'exclamation. Ou bien la phrase interrogative, es-tu malade? Voilà. Ou la phrase le type de phrase injonctive, donc qui consiste à donner un ordre, cesse d'être malade, par exemple. Voilà pour les 4 types de phrases. Donc je rappelle les 4 types de phrases pour ceux qui auraient oublié. Déclaratif, je suis malade. Exclamatif, je suis encore malade, point d'exclamation. Interrogatif, es-tu malade? Injonctif, I-N-J-O-N-C-T-I-F. Pour exclamatif, Igor, pour exclamatif, pas d'accent sur le E, parce que devant un X, il n'y a jamais d'accent. Voilà. Et injonctif, où on donne un ordre, cesse d'être malade. Voilà. Donc voilà pour les types de phrases classiques, et vous avez évidemment dans les nouvelles, également vous allez chercher ça tout seul, interrogatif et injonctif. Mais vous avez aussi les points de suspension. Les points de suspension qu'on peut. Donc, vous mettez des points de suspension, par exemple, quand vous faites un listing. Je vais acheter des pommes, virgule, des poires, virgule, des tomates, point de suspension, c'est-à-dire l'équivalent de etc. Mais vous pouvez aussi mettre des points de suspension, et vous pourrez ici les chercher, lorsque le personnage parle, s'exprime. Si vous utilisez les points de suspension, c'est régulièrement pour marquer l'hésitation, le doute ou le fait que vous cherchiez vos mots. Mais ça peut également marquer la peur. Vous verrez ici que les points de suspension, dans apparition, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans apparition, vous avez les points de suspension qui s'ajoutent au verbe balbutier, qui veut dire parler un petit peu sans arriver à trouver ses mots. Bref, à chaque fois ici, enfin pas à chaque fois, pardon, régulièrement, les points de suspension peuvent être le signe de la peur. Voilà, donc si on récapitule, on a relevé, pour les marques de la peur, on a relevé le champ lexical, où il faut bien s'arranger pour classer les mots, et la ponctuation forte qui permet de souligner les émotions, ici évidemment la peur. Je vous projette maintenant ce qu'il faut écrire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps exactement ça vous a pris de faire tout cela, combien de temps vous êtes arrêté, vous revenez en arrière ou autre. Euh, On s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si c'est beaucoup trop court, beaucoup trop long, puisqu'effectivement, d'habitude, j'arrive à prévoir, mais parce que euh, voilà, je suis plus habitué au présentiel et à vos réactions. Là, il n'y a personne pour réagir, donc c'est probablement un petit peu trop court. Dites-moi combien de temps il vous reste, comme ça j'adapterai par rapport au prochain travail. Je ne vous note pas de travail tout de suite à faire à la maison, je vous enverrai sur Pronote le travail que vous devrez faire pour mercredi. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour un nouvel épisode des cours en ligne sur le fantastique pour mercredi. Bonne fin de journée à tous.